Terraform. Donc on va essayer de passer une bonne presque heure, non 45 minutes ensemble. On va essayer de faire en sorte que personne s'endorme. On est à 9h30, ça va être tôt, ça va être difficile à suivre, mais on devrait pouvoir le faire. Du coup, l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de vous parler d'une technologie que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et qui a changé ma vie, qui m'a rendu riche, qui m'a rendu célèbre, qui a fait tout pour moi. Je vais essayer de vous montrer à quel point est-ce que cette technologie, elle est au final assez accessible, malgré ce qu'on pourrait croire. Pour ça, je me présente un petit peu. Qui suis-je pour vous parler de cette technologie? Je suis du coup architecte cloud et DevOps au sein de deux sociétés. Makeit, tout d'abord, une ESN relativement classique dans laquelle on essaye de faire des projets d'excellence. Et qui dit excellence dit trouver des technologies qui vont nous simplifier la vie, comme Terraform notamment, et Audi Secure, une autre entreprise que je gère avec une associée dans le domaine de la cybersécurité, où l'objet est de simplifier un petit peu la vie et d'offrir un socle de sécurité pour toutes les PME afin qu'elles puissent voilà, vivre un petit peu mieux dans ces temps où l'insécurité numérique règne. Voilà, dans tout ce que j'aime et ce que j'aime pas, on peut voir que je suis un véritable DevOps. Sauf que j'ai pas choisi Python, j'ai choisi JavaScript. On a tous des petits défauts, bien sûr. Voilà, et ce que j'aime pas, évidemment Windows, puisque en tant qu'encore une fois DevOps qui se respecte, Windows, bon, enfin. Du coup, on est là pour parler Terraform, et qui dit parler Terraform dit de parler d'HashiCorp. HashiCorp, c'est la société qui a développé Terraform, qui est connue pour à peu près que ça d'ailleurs, hein. Ils ont fait Terraform et Vault, qui est donc une solution qui permet de pouvoir gérer des secrets de manière un petit peu centralisée, qui est très très utile aussi, hein. C'est deux technos qu'ils ont créés, et les deux technos sont vraiment des bangers, donc vraiment une super entreprise à suivre. Et c'est une techno qui est relativement jeune en réalité, puisqu'elle a été développée et release en 2014, ce qui fait que encore à l'heure actuelle, elle est un petit peu nébuleuse et les gens savent pas trop s'ils l'utilisent ou pas, etc., si elle est suffisamment aboutie. Et en réalité, il y a de plus en plus quand même d'entreprises qui s'en servent, et on va vite voir pourquoi, parce que réellement, c'est un game changer de l'utiliser. Du coup, qu'est-ce que fait Terraform? Ben, ça permet de gérer des ressources cloud. On va définir un petit peu plus loin exactement ce qu'on peut faire avec un petit exemple concret. Mais l'idée de Terraform, justement, un petit peu comme Ansible, pour ceux qui connaissent, ça permet de gérer donc de la création de ressources pour un cloud, chez AWS, chez Google Cloud, etc. Mais également d'autres choses, notamment le DNS par exemple. C'est ce sur quoi on l'a implémenté en tout premier, parce que ça permet de pouvoir tout centraliser au même endroit, versionner, collaborer. Et donc c'est assez efficace. Et du coup, la grosse différence avec Ansible, puisqu'il y a quand même le gros débat de oui, mais est-ce qu'au final Terraform et Ansible, c'est pas un petit peu la même chose? Et donc la grosse différence avec Ansible, c'est qu'on a une invariabilité des ressources. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va relancer Terraform, il va tout remettre au diapason avec la, la ressource initiale, c'est-à-dire que là où Ansible va appliquer par couche, lui, il va vraiment tout remettre dans son état fixe et initial. Allez-y, entrez. Bonjour, bonjour. Installez-vous. Refermez la porte juste pour les slides. Ok, donc les arguments pour l'utiliser, je me suis dit, voilà, si jamais on devait convaincre son patron de passer sur Terraform et de nous laisser faire je joue avec, comment on ferait? Eh ben déjà, les 5 arguments. Bonjour, bonjour. Allez-y, allez-y, allez-y. Bonjour, bonjour, bonjour. Installez-vous, faites comme chez vous. Vous n'avez rien raté, hein, ça va. Donc les arguments pour utiliser Terraform, encore une fois, c'est que c'est essentiellement gratuit, on est sur de l'open source, on peut télécharger le logiciel, l'installer en local sur son ordinateur et tout gérer à partir de là. Donc ça c'est bien, on n'a pas de surcoût par exemple quand on pense à Ansible, si on a besoin de la version cloud Ansible Tower, qui lui est payant. Alors que là on reste sur du gratuit complet. Ensuite, l'autre gros avantage de passer sur du Terraform, du coup, ça va être, encore une fois, de réduire l'erreur humaine, puisqu'on va pouvoir systématiser et scripter tout ce qu'on va faire. Donc si on fait une erreur, on peut la revoir dans le code, on peut la gérer. On peut aussi tester notre code avant de le déployer, histoire de vérifier que tout se passe bien. Et on est sûr de ne pas oublier une étape dans le processus, puisque c'est la machine qui le fait à notre place. Donc ça, c'est le gros avantage.
Une fois que c'est codé, alors on peut se dire que ça va être très chronophage de passer sur Terraform, mais en réalité, une fois qu'on l'a implémenté, ça fait gagner énormément de temps, puisque pour ensuite revenir modifier nos ressources, ça va être très très simple de retourner dans la même base de code, là où généralement, quand on a plusieurs providers, par exemple chez AWS, puis chez Google Cloud, puis on gère notre DNS avec Gandhi ou avec OVH ou j'en sais rien, on se retrouve à aller sur 1000 interfaces à la fois, ça fait perdre un temps fou. Là où Terraform, une fois qu'on a tout réussi à importer directement dans le projet, ça devient beaucoup plus simple et centralisé de gérer les informations. Ensuite, ça s'intègre très facilement avec les CI. Donc, si jamais vous utilisez Jenkins, si vous utilisez GitHub Action ou GitLab CI, ça s'intègre très simplement dedans pour pouvoir encore plus automatiser et aller encore plus loin. Donc là, on a vraiment quelque chose de parfait à utiliser, notamment dans les équipes où on aurait plusieurs personnes qui devraient collaborer sur le même projet cloud. On va pouvoir les mettre en concurrence les uns avec les autres grâce à ce genre de système sans qu'ils se marchent sur les pieds. Et ensuite, Terraform, c'est quand même un truc qui est vachement classe. Du coup, comment ça se structure un projet Terraform? Ben encore une fois, c'est relativement simple une fois qu'on l'a pris en main. On va avoir 4 fichiers assez importants et ensuite tout va se faire dans ces fichiers-là. On peut par contre splitter le main.tf qu'on voit tout en bas d'ailleurs, qu'on va pouvoir séparer en plusieurs autres fichiers quand on en a besoin. Donc l'idée, je ne vais pas vous faire l'offense de vous redire ce qui a marqué sur les slides, mais en gros, on va pouvoir définir des variables qui vont nous permettre notamment de réutiliser la même base de code Terraform dans plusieurs projets. Assez facile à du coup pouvoir avoir une instance de test puis de production. Ensuite, on va charger des providers. Les providers, ça va nous permettre de pouvoir aller dire, OK, on veut utiliser AWS, on charge le provider AWS qui va nous permettre d'utiliser ces ressources-là. On veut utiliser Google Cloud, c'est pareil. Donc c'est plutôt pratique. Des providers, il y en a pour à peu près tout et n'importe quoi. Il y a toujours quelqu'un pour avoir créé un provider pour le truc un petit peu obscur que vous utilisez en interne dans votre boîte sans aucun problème. Et donc le main.terraform, le reste. Ça, c'est les fichiers que lui va vous générer. On n'en a pas beaucoup. On a un dossier .terraform pour ceux qui ont déjà fait du JavaScript. C'est là où c'est un peu l'équivalent du node module. Donc c'est là où il va mettre toute sa pléthore de trucs qu'on a installés, les plugins, les providers, etc. Le TF State, c'est le truc peut-être le plus important, puisque c'est là-dedans qu'on va pouvoir enregistrer l'état concret de ce qu'on a fait. Et donc c'est ce fichier-là qu'il faut partager entre tous les DevOps. Bonjour. Entre tous les DevOps qui voudraient contribuer, puisque c'est ce fichier-là qui va servir de base quand on relance Terraform, pour pas tout recréer de zéro, et garder une forme de cohérence d'un lancement à un autre. Donc le petit fichier important, généralement celui-là on essaye de le stocker quelque part où on pourra le retrouver. Et ensuite, le Terraform log, c'est juste pour éviter que quand on ait des montées en version de nos différents providers, on se retrouve à avoir une base de code qui ne fonctionne plus. Ça serait quand même dommage. Ok, donc du coup, on va partir sur un petit projet concret. Je n'ai pas cherché à faire quelque chose de très compliqué, histoire que ça ne soit pas trop embêtant. Donc, on a pris un hébergement classique OVH. On est en France, donc Cocorico, on va essayer de faire un truc un petit peu de chez nous. Et ensuite Gandhi pour le DNS, simplement parce que c'est lui que j'utilise et que je voulais montrer l'utilisation de 2 providers différents qui s'intègrent relativement bien l'un avec l'autre. Tout va bien, ça pique pas. C'est un petit papillon, tout va bien. Du coup, comment ça se présente? Alors, on a des fichiers un petit peu compliqués. J'ai mis des petites annotations normalement qui vont permettre de m'y retrouver. Excusez-moi si je ne vous regarde pas directement, mais celui-là, je le connais peut-être un petit peu moins. Donc on va y aller. Donc le provider.tf, comme je vous disais, c'est le fichier dans lequel on va définir nos providers. On va ici en avoir 2, celui pour Gandhi et OVH. On les charge dans un registre qui va nous permettre de dire OK, donc là on a besoin de lui à telle version et de lui à telle version. Ensuite, plus bas, ici, on va pouvoir leur amener leur configuration. Donc très simplement, on a pour tous les providers comme ça, on va se baser sur leur API. Ici, pour Gandhi, c'est juste une clé d'API. Pour OVH, c'est un petit peu plus compliqué. On a 3 secrets à lui fournir. Et on voit qu'on ne les passe pas directement, on les passe via des variables qu'on va pouvoir fournir dans un fichier à part. Du coup, ça évite de polluer notre Git avec des secrets qui pourraient ensuite être utilisés par des personnes malveillantes. C'est quand même bien foutu. Hop, du coup on en parlait, les variables, ça se déclare comme ceci. On a 2 fichiers, un pour pouvoir définir nos variables et un autre pour pouvoir les renseigner. Je n'ai pas laissé les originales, bien sûr, au cas où vous voudriez l'utiliser. Donc le fichier de variables, comme on peut le voir sur la droite, dans lequel on va le définir,
On va pouvoir définir des types pour pouvoir checker un petit peu, ok, ça il faut que ça soit une chaîne de caractères, soit ça un nombre, etc. Une petite description, ça fait toujours plaisir, même si là on pourrait se dire que c'est pas forcément utile dans les bonnes pratiques quand même mettre une description pour savoir, pour pouvoir s'y retrouver une fois qu'on en a à peu près 2000, c'est quelque chose de très important. Mais rien de très compliqué, les valeurs par défaut quand on n'a pas envie de s'embêter, notamment en local et qu'on veut pouvoir lancer rapidement des choses, comme on peut le voir avec par exemple le kubeconfig qui est chargé ici, puisqu'on va avoir du Kubernetes. Un petit peu, hein, vous inquiétez pas, on va pas en parler longtemps. Et après, de l'autre côté, on a un fichier vraiment très simple, je vais même pas vous faire l'offense de vous décrire comment il fonctionne. Hop, oh, ben, j'ai raté les petites flèches, mince, variable. Bien, voilà, le type, tout à fait, les valeurs par défaut, et les variables que je ne vais pas vous faire l'offense de décrire. On est bien. Ok. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On a ce fameux main.tf dont je vous ai décrit, dans lequel on va mettre toute notre logique. Ça reste une syntaxe relativement simple, une fois qu'on prend le temps de le lire un petit peu. Pas très compliqué, et dans lesquelles on peut faire de grandes choses. Là, par exemple, j'ai déclaré plusieurs ressources chez OVH. Notamment, je lui ai dit d'aller créer dans un public cloud que je lui passe par variable. Je lui ai dit d'aller créer sur la région de Strasbourg un petit Kubernetes, donc un projet Kubernetes. Puis juste en dessous, je réutilise la sortie. Alors attendez, parce que j'ai des flèches. Voilà, hein, ressources. Voilà, il ne faut pas que j'oublie. Hop, un projet cube. Voilà, tout à fait. On lui donne un petit nom, juste ici. Donc là, ZIS. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas plusieurs ressources du même type, la convention veut qu'on les appelle ZIS. Voilà, quand on en a plusieurs, généralement, on mettra des noms un petit peu plus complexes. Voilà, donc une variable, tout à fait. Et donc cette variable-là, on peut la réutiliser, comme je vous le disais, à cette ligne. Donc ici, on déclare un node pool qui donc va dire on veut trois machines virtuelles comme worker pour ce projet Kubernetes. Et donc du coup, on va lui passer l'ID de notre projet Kubernetes pour qu'il puisse savoir à quoi rattacher les machines virtuelles qu'il va fournir. Donc la chose à faire pour réutiliser les ressources, dans les ressources suivantes, c'est de nommer le type de la ressource, puis le nom de la ressource, puis le champ qu'on veut utiliser, ici l'ID. Ensuite, bon, pour le reste, on a différents types de variables à chaque fois. Donc ça, c'est dans la documentation du provider qu'on peut obtenir voilà, un petit peu toutes les informations qu'il nous faut. Et ici, enfin, les types output, le type output dans lequel on va pouvoir lui dire salut, voilà, maintenant qu'on a fait tout notre machin, il va nous falloir que tu nous donnes des informations. Donc ici, je vous ai donné un petit exemple. Est-ce qu'il est très pertinent? J'en sais rien. Est-ce qu'on en a besoin? J'en sais pas grand-chose, mais a priori, on n'en aura pas trop besoin pour la suite. Mais c'est vachement utile une fois qu'on a créé des ressources. On a peut-être besoin d'un ID pour pouvoir le confier à une autre brique d'automatisation plus loin. Et donc, ces types output vont pouvoir nous permettre de dire, voilà, notre node pool, par exemple, ici, on déclare sa valeur, et dans sa valeur, on va pouvoir lui fournir, encore une fois, la sortie d'une ressource précédemment établie. On passe de l'autre côté avec un nouveau type, le type data. Donc, le type ressource, lui, va venir créer concrètement des choses avec Terraform. Donc là, par exemple, il a créé concrètement un projet cube, il a créé concrètement le node pool. Tandis que pour le type data, lui, il va aller récupérer l'information en lecture seule. Il ne va pas chercher à modifier, il va juste chercher à récupérer des infos. Ici, par exemple, j'ai par ailleurs, bien sûr, amener un ingress provider, donc en gros j'ai mis un reverse proxy sur mon Kubernetes, et ici pour pouvoir aller définir dans le DNS où est-ce que je vais renvoyer, et ben, je vais simplement, au lieu d'aller le chercher à la main, dire à Terraform, ben, va récupérer cette ressource de mon reverse proxy pour pouvoir plus bas utiliser dans mon record ben, son adresse telle qu'elle a été définie. Donc là ici par exemple, hein, j'ai Traffic, hop, plus bas, data, DNSA record, set, Traffic, adresse. Donc là j'ai zappé le truc en plein milieu, le deuxième data, puisque en réalité ce que va me fournir le reverse proxy à cet endroit-là, c'est son nom de domaine qui lui est associé, qui lui est fourni par OVH, qui est un sous-domaine d'OVH, qu'on va pouvoir aller récupérer encore une fois et résoudre pour obtenir l'adresse IP directement, pour pouvoir le set ici. Et donc là, on voit que contrairement aux ressources, il faut préfixer par data, histoire de ne pas confondre les deux.
Et donc là, on fait un petit peu voilà, data, DNS record set, traffic, adresse. On le passe à value et voilà, notre DNS a été configuré correctement. Donc là, j'ai mis un type A, mais ça marche très bien avec les types MX, etc., TXT. On peut vraiment set tous les champs DNS qu'on veut. Et on se les retrouve gérés dans un fichier central plutôt que de devoir aller se balader entre 15 interfaces. Toc. Ibi. Non mais oh. Une fois qu'on a créé ces fichiers, en réalité, il y a assez peu de commandes à connaître. Tout se résume à 4 commandes qu'on va pouvoir lister ici. La première, l'init, qui va nous permettre d'installer concrètement les providers une fois qu'on les a déclarés dans notre fameux fichier provider.tf. Ensuite, on a le plan. Le plan, qu'est-ce que c'est? C'est l'étape intermédiaire dans laquelle on ne fait pas encore quoi que ce soit, histoire de rien casser, mais dans lequel il va simplement nous sortir, ok, voilà le plan d'action qu'on va mener, voilà un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, on va créer telle ressource elle est déjà créée, donc on ne va pas la modifier parce qu'elle est déjà à son bon état, celle-là elle est déjà créée, mais on va lui ajouter tel attribut, on va retirer ci, on va retirer ça. Il nous fait ça sur dans un joli petit fichier tfplan qui n'est pas lisible, mais qu'on peut afficher grâce à la commande terraform show, qui va nous permettre voilà, de dire, là par exemple, on veut ajouter 2 nouvelles ressources, on va en modifier une, et il n'y en a aucune à destroy. Et une fois qu'on a vérifié que tout allait bien se passer, qu'on ne va pas faire de bêtises et que voilà, tout est bien géré en amont, on va pouvoir faire un Terraform Apply qui lui va aller concrètement se connecter à nos différents providers cloud et aller concrètement créer ou modifier les ressources qu'on veut. Et la grande question qui se pose, c'est quand on a déjà un truc existant, vu que Terraform va s'amuser à tout recréer, tout supprimer, etc., comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir gérer ça? J'ai déjà un Kubernetes existant, je veux pouvoir terraformer dessus, mais sachant qu'il existe, est-ce que j'ai besoin de le supprimer et de le recréer avec Terraform? Ça serait un peu embêtant. Non, Terraform fournit une commande pour ça, qui est la commande import, dans laquelle on va simplement faire un Terraform import, le nom du coup de la ressource, le type de la ressource, le nom qu'on a donné à notre ressource. Ici, par exemple, c'était le node pool qu'on a vu plus haut, qui s'appelait main. Et ensuite, on va devoir lui donner un identifiant. Cet identifiant, généralement, on le récupère auprès de l'API en question. Donc là, c'est chez OVH. Donc sur OVH, on peut récupérer dans l'API les identifiants que possèdent nos ressources. Et on va le lui fournir simplement ici. Et une fois qu'on va avoir fait notre import, il va mettre à jour notre state, notre TF state, dans lequel il va dire ok, cette ressource, c'est bon, elle était bien existante. Et au lieu de tout détruire et de tout recréer, on va simplement modifier cette ressource-là pour la remettre au diapason avec le code qu'on avait fait précédemment. Donc plutôt efficace quand on a besoin de migrer petit à petit vers Terraform. On peut déclarer nos ressources au fur et à mesure et les importer via cette commande. Plutôt cool. On arrive lentement vers la fin de ma présentation, qui était relativement simple. Je n'avais pas envie de tous vous endormir à 9h30 du matin. Ensuite, on verra s'il y a des questions. Mais si jamais vous avez besoin d'aller plus loin, je vous laisse le temps de pouvoir prendre en photo éventuellement ça, ou je crois qu'il y aura un replay d'ailleurs sur YouTube. Donc vous pourrez aller le retrouver sur YouTube si besoin. Mais voilà les différentes sources qui, moi, m'ont permis de assez rapidement monter en compétence sur Terraform, qui est un langage, encore une fois, assez simple. Déjà un site qui est super bien fait, Terraform Best Practice, dans lequel vous avez vraiment toute la base de qu'est-ce qu'il y a besoin de respecter. Ils font plusieurs projets d'exemples dans lesquels ils font des petits projets, des gros projets, des projets avec plusieurs régions avec AWS, histoire de voir un petit peu ce que ça a sous le ventre et surtout de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour ne pas s'y perdre une fois qu'on a 20 fichiers déclarés. Donc ça, c'est vraiment une pépite et c'est traduit en 11 langues, donc il n'y a vraiment aucune excuse, quoi. Même une tanche comme moi en anglais, honnêtement, on s'y retrouve. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a évidemment TF-lint, puisque quand on a du code à partager entre des copains, généralement, il faut bien faire attention à ce que la syntaxe reste un petit peu uniforme. TF-lint, du coup, qui s'installe très bien, des extensions pour quasiment tous les éditeurs de code existants sur le marché, fonctionne très bien, rien à déclarer. Et ensuite, on a quand même Terraform Doc qui va aller regarder notre code pour pouvoir sortir en Markdown toute l'information de voilà qu'est-ce qui a été fait, voilà quelles sont les variables, leur description, qu'est-ce qu'il faut fournir, quelles sont les différentes ressources qui sont créées. Donc quand il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'aller s'embêter à lire le code, parce que c'est parfois un petit peu compliqué et ça fait peur, bon, on peut simplement lui donner ce petit readme en Markdown ou l'héberger après sur un site. Et comme ça, la personne peut s'y retrouver et voir un petit peu comment le projet évolue. Plutôt pratique. Pourquoi faire de la doc?
quand elle est faite toute seule. Et ensuite, les deux dernières, c'est pour dire qu'à l'heure actuelle, tout le monde quasiment pour la CI utilise soit GitLab, soit GitHub, parce que c'est les deux gros du marché qui le fournissent quasiment gratuitement. Mais pour Jenkins, il existe aussi des ressources. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que GitLab possède directement une intégration complète avec Terraform, où il va pouvoir stocker à l'intérieur de lui notre fameux TF state, celui qu'il ne faut pas perdre et partager entre tous les membres de l'équipe. Il le gère hyper bien, c'est celui que j'ai implémenté, puisque nous on utilise GitLab CI. Et honnêtement, ça a été un bonheur. La documentation est bien fournie et permet assez rapidement de pouvoir prendre notre code Terraform, l'amener sur GitLab et tout automatiser via la CI, et ça fonctionne à merveille. Ils fournissent déjà tout ce qu'il faut à cet endroit-là. Toutes les commandes sont déjà tapées, il n'y a réellement quasiment rien à taper. Donc un grand plaisir à utiliser. Et ensuite, HashiCorp eux-mêmes utilisent et poussent auprès de GitHub. Et donc là, HashiCorp Setup Terraform directement sur leur dépôt GitHub, où vous pouvez retrouver exactement les mêmes ressources accessibles, mais si vous voulez le faire flavor GitHub Action plutôt que GitLab CI. Voilà, donc on en arrive à la fin. Et donc maintenant, si vous avez des questions, je vais me rendre disponible au fait que vous me les posiez. Voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Oui. Alors les objectifs de Terraform pour reprendre. Alors du coup, on me demandait quels étaient les objectifs de Terraform pour ceux qui n'étaient pas là peut-être en début de conférence. Donc je vais redéfinir un petit peu l'intérêt d'utiliser Terraform. Le réel intérêt, c'est que quand on a un cloud qui commence à devenir un petit peu grossissant, on se retrouve avec des ressources qui sont peut-être à tour chez AWS, d'autres chez Google Cloud, d'autres dans d'autres providers encore. On se retrouve à devoir intégrer 1000 API différentes avec des façons de fonctionner différentes. Et là, le gros avantage, ça va être de tout rassembler au sein d'un même projet qui va s'occuper lui-même après d'aller dialoguer avec ces différentes API. Et l'autre gros avantage, c'est que quand, par exemple, notre provider cloud nous dit tiens, c'est telle adresse IP qu'on va utiliser pour se connecter à notre serveur, on va pouvoir directement dire à notre DNS, sans passer par nous, on va pouvoir récupérer cette information-là auprès du premier provider, pouvoir aller la fournir en tant que variable au second provider, et donc faire une chaîne où au final tout le monde discute avec tout le monde sans avoir besoin d'intervention humaine en plein milieu. Donc on a quelque chose qui va être directement tout automatisé. Donc ça permet d'automatiser réellement quand on a un cloud qui commence à grossir, toute la chaîne de déploiement de ressources sur le cloud. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? N'hésitez pas, je ne mords pas. Des questions du chat peut-être éventuellement? Bon, c'est que j'ai été relativement clair alors. Je m'en congratule.